Aujourd'hui, avec l'IA, le vibe coding, le no-code, beaucoup pensent que parce qu'ils savent coder, ils peuvent devenir fondateurs SaaS. Mais la réalité, le code n'est pas la clé principale. Alors oui, coder ton produit, c'est important. Mais si tu n'as malheureusement pas les autres briques, ton SaaS ne sera ni plus ni moins qu'un side project. Dans cette vidéo, on va se mettre dans la peau d'un fondateur SaaS et je vais te montrer les clés principales qui vont faire la différence entre un dev qui développe un outil et un fondateur qui construit un vrai business SaaS. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, du coup, vous l'aurez compris, fondateur SaaS. On va se mettre dans la peau d'un fondateur SaaS, dans le mindset, et je vais vous apporter toutes les clés qui, selon moi, me semblent essentielles pour réussir son business de SaaS. Et vous l'aurez compris, le code, c'est un peu, ça va être le dernier de nos cadets de nos soucis. On va pas se mentir. Je vais pas vous spoil. Je vous ai préparé du coup une petite présentation. Chapitre par chapitre comme d'habitude, on va dérouler ça ensemble et je vous propose de démarrer tout simplement maintenant. Juste avant, une petite mise en contexte quand même, cette vidéo-là m'a été inspirée par des membres de l'accompagnement qui sont un petit peu coincés à certaines étapes et d'autres personnes et des posts LinkedIn que j'ai vu aussi passer où ces problèmes revenaient, qui étaient, on met beaucoup trop, je trouve, le code en avant et c'est de la faute du coup à tout ce qui se développe avec l'IA et la possibilité de faire beaucoup de choses rapidement qui a dû ou qui doit provoquer ce genre d'effet, j'imagine. Mais j'aimerais quand même qu'on recadre un petit peu tout ça et qu'on se dise que finalement, peut-être que le code, c'est pas ce qui fait qu'un SaaS, ça fonctionne. Comme je vous le répète depuis des années, depuis des mois pour ceux qui me suivent depuis plus récemment. Mais on va voir ça tout de suite et on commence avec la première partie, le chapitre 1, l'illusion du code. L'illusion du code. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? On va pas se mentir, on connaît tous un développeur. Alors, vous pouvez regarder à droite, vous pouvez regarder à gauche. Si vous êtes entouré de développeurs, pensez à la personne que vous avez embauchée, si vous avez sous-traité, ou regardez-vous dans un miroir si c'est vous qui faites le développement ou qui avez fait le développement. Mais en tout cas, on connaît tous une personne qui a passé des mois, des semaines, voire un nombre d'heures incalculable à développer un produit pour, in fine, avoir zéro client. Et ça, c'est un petit peu le problème, c'est le piège, c'est de penser que le produit suffit. Donc, dans notre cas de figure, le produit, du coup, c'est le SaaS, et effectivement, ça se traduit par le code. L'idée, le produit final qui va être vendu, c'est votre code en termes de matière, de service, si on veut dire ça comme ça. Mais c'est là le premier piège. Le code, ça ne suffit pas. Le code, ça ne suffit pas, ça suffit encore moins aujourd'hui avec l'ère de l'IA, les copilotes ou les LLM, le vibe coding, le no-code, peu importe comment vous abordez ça, comment vous faites l'exécution, c'est ultra rapide aujourd'hui de générer, on va dire, du code. Mais cette facilité d'exécution ne vient en rien, je vais le répéter, ne vient vraiment en rien valider votre marché, ni même valider le fait d'avoir des clients. C'est juste de l'exécution pure et dure. Donc on va le voir qu'il y a un lien avec les chapitres, le suivant, ça va faire un lien direct. Mais tout ça pour résumer que le code, c'est un outil, ce n'est pas un business model. On passe maintenant dans le vif du sujet avec les vraies clés d'un fondateur SaaS. Alors, je vous ai noté tout ça, en tous les cas, j'afficherai à l'écran si besoin est les chiffres, les datas, les statistiques, comme d'habitude, vous connaissez. Je vous ai pour moi noté 5 grosses clés principales. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est ma liste à moi qui, en plus du produit, du coup de l'exécution du SaaS, ces choses-là sont d'autant plus, voire plus importantes que le code. Je vous les présente, on en discute dans les commentaires entre personnes civilisées et on avance comme ça. On est parti? Alors, le premier point de cette liste, le premier point clé, ça va être du coup de trouver une idée et la tester. Oh là 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 là, Timothée, on recommence, mais j'entends toujours ça, machin, etc. Mais oui, vous l'entendez toujours, parce que c'est la base, c'est la genèse de votre projet. On se met dans la peau, là on a mis la cape, on n'est pas codeur dans sa cave, on n'est pas codeur parce qu'on aime s'amuser avec le code, c'est rigolo, développer des choses avec l'IA, machin, etc. avec ça. Ça, là, on est clair, on s'en fout. Pendant ce temps, on s'en fout. Que ça soit vous, l'IA, votre pote, peu importe qui va faire le code derrière, si ce que je vais évoquer n'est pas exécuté
au pixel perfect, vous n'avez même pas appliqué, vous n'y avez même pas pensé, oubliez tout de suite, vous ne serez jamais un fondateur SaaS à succès. Vous pourrez l'être. Vous pouvez être fondateur d'un SaaS. Il n'y aura pas d'inscription. Il n'y aura pas d'abonnement. Il y aura du futur. Bref, il y aura plein de problèmes. On commence tout de suite. Donc, je reviens j'ai fini de digresser. Je reviens du coup pour trouver son idée et la tester. Une idée tout seul, ça vaut rien. Je me lève un matin, je prends mon café, j'ai vu une superbe émission hier soir sur Qui veut être mon associé, ou je sais quelle autre émission, peu importe. J'ai une idée le matin, je me réveille comme ça, et quand je chirote mon petit café ou mon jus d'orange, prenez ce que vous voulez en fonction d'adapter ça à votre vie, j'ai une idée. Mais une idée, c'est du vent, c'est rien, c'est une pensée, ça ne vaut rien, on est bien d'accord. Ça ne vaut rien. Ce qui compte, c'est que cette idée, du coup, elle va commencer à prendre de la valeur et avoir de la pertinence à partir du moment où quelqu'un est prêt à payer pour résoudre ce problème. Ou en tout cas, à payer pour avoir la résolution de son problème. On va le voir tout de suite, tous les SaaS que vous payez, imaginez-les, c'est un problème à la base, vous payez parce que ça vous apporte quelque chose. Ça résout un problème, ça accélère votre productivité, ça vous fait gagner du temps, bref, ça résout un problème, peu importe. On va pas rentrer dans les détails des détails. Vous avez compris un petit peu l'idée. Et donc tout ça pour dire qu'en gros, trouver son idée et la tester, c'est primordial avant même de coder. Tout ce que je vais évoquer, ça passe en amont, limite du code, ou même de penser à taper une seule ligne de code. Donc, plutôt que de coder 10, 15, 20 000 lignes, ou même 100 000 lignes, parce que vous utilisez votre IA, votre LLM préféré, faites, par exemple, 5, 10 interviews de clients qui sont votre cible, votre target. Et ça a beaucoup plus de valeur qu'un code bien exécuté, bien machin, etc., etc. Croyez-le-moi. Et les interviews, quand je dis interview client, c'est pas forcément, vous voyez pas ça bêtement comme une interview. Vous faites des sondages, non, c'est pas le bon mot, mais vous glanez de l'information. Une interview, ça peut être, vous appelez quelqu'un qui est votre cible, vous faites un petit call, un coup de téléphone, ça peut être ce que j'appelle interview. C'est en gros une mise en contact, en relation avec votre cible pour savoir vraiment, est-ce que oui ou non, toi là, salut, alors je l'appelle, etc. Oui, est-ce que tu serais prêt à payer si je te disais qu'en gros, je pouvais te faire gagner 2 heures par jour dans ton domaine et que ça te permettrait du coup d'avoir des réductions de coûts, machin, blablabla, je vends mon truc, etc. Pas de fausses promesses, je ne mens jamais, c'est une vraie promesse. La problématique, elle est là. Est-ce que oui, tu serais prêt à payer? Oui? Ok, d'accord, top. Vous récoltez comme ça de l'information, de la data, vous faites 5, 10 fois, le maximum de fois que vous pouvez. Alors vous pouvez arrêter à 5, 10, 15, 20 personnes. Alors, les personnes vous disent oui, je suis prêt à payer pour ça. Attention, ça donne une tendance. Ce n'est pas encore une validation concrète du marché. La seule validation concrète du marché, mes amis, c'est quand les gens sont passés à la caisse. C'est être prêt à payer et payer, c'est différent. Croyez-moi, c'est bien différent. Je suis prêt à payer, moi, par exemple, 200 € par mois, quelqu'un qui vient faire ma cuisine. On m'appelle, salut Timothée, je suis cuisinier, etc. Tiens, je te propose 200 € pour faire ta cuisine. Ah bah, tu sais, ouais, je serais prêt à payer, mais là, tout de suite, faut que j'en parle à mon chat. Vous voyez, c'est que tant que c'est pas fait, tant que c'est pas concret, tout ça pour dire que tant que c'est pas été acté par un paiement Stripe, vous n'avez pas la petite notification, la petite cloche qui dit « Ok, monsieur Dupont ou Timothée a payé », ce n'est pas une validation. C'est une tendance. C'est extrêmement positif, c'est extrêmement bon signe, mais la validation est au passage à la caisse. Deuxième point clé, on va parler du coup du MVP. Construire un MVP rapidement. Alors, je le rappelle, sauvez-nous. Un MVP, le but du MVP, je le répéterai qu'une seule fois dans cette vidéo-là, le but du MVP, c'est pas de montrer à quel point tu sais coder, que vous savez coder. On va pas se mentir, tout le monde s'en fout, mais royalement. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, avec le vibe coding, les machins, etc., le code, en gros, l'exécution de code n'aura même plus la même valeur. Les gens vont donner moins d'importance au code parce que on va se dire, ah, c'est Jean-Michel Vibe Coding qui a fait ça. Alors, ça se trouve, c'est très bien fait. Mais bon, de toute façon, c'est un autre débat. La vidéo est par là. Oh, c'était un dev, oh, c'est bien fait, machin, etc. Non, tout le monde s'en fout. C'est le but du MVP, minimum viable product.
En aucun cas, il y a une notion de code ou de savoir de montrer tes compétences. T'es pas là pour faire un portfolio, t'es pas là pour faire un repo GitHub qui est joli. On s'en moque du code ou de savoir si tu sais coder dans un MVP. Ok? Le but d'un MVP, c'est de tester l'hypothèse ou mon marché, pour avoir une sorte de tendance market fit, de savoir si, de tester le marché avec le moins d'efforts possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, on a l'IA, on a les choses qui peuvent générer du code. Donc, le but, c'est que quand je dis moins d'efforts, c'est moins d'efforts financiers. Plus besoin de payer un développeur pour faire le code, donc on gagne de l'argent. Et moins d'efforts en termes de temps. Du coup, financier coût, hein, forcément. En termes de temps, on va passer moins de temps possible parce que maintenant, l'IA va nous aider à produire quelque chose d'encore plus qualitatif, encore plus rapidement. Tout ça, c'est encore plus compressé, donc il faut en profiter. Le but, peu importe la forme de comment vous mettez les choses, le but final du MVP, c'est de valider votre idée. Les SaaS qui réussissent, ne lancent pas un produit parfait. Au contraire, il y a une phrase qui dit si t'as pas honte de ton produit quand tu le sors, c'est que tu l'as sorti trop tard. Vous la connaissez certainement, elle est pas de moi, bien entendu, mais je suis assez d'accord avec ça. Et on a nous-mêmes fait les frais avec notre SaaS, avec l'ami avec qui je développe. C'est que peaufiner, machin, etc., les standards. Non, le but, c'est de lancer le produit. Il est imparfait, il sera toujours imparfait aux yeux de quelqu'un, mais il faut qu'il soit testable tout de suite. Ça me fait penser d'ailleurs à un des posts LinkedIn que j'ai vu là, des totos sur LinkedIn, on va les appeler totos parce que à force de dire Jean-Michel, je vais me faire attaquer, les totos LinkedIn qui arrivent et qui se disent oh ouais, maintenant les MVP, ça a changé, etc. Les standards, ils ont augmenté, votre MVP, il faut qu'il soit super qualitatif, les gens, ils sont exigeants, machin, etc. et tout. Que nini, bullshit, n'écoutez pas ces mecs-là, c'est de la grosse connerie. Un MVP, j'avais dit que je le répéterais pas une deuxième fois, mais je le répète une deuxième fois. Minimum Viable Product. La fonctionnalité principale qui doit être présentée dans la promesse et qui résout un problème. Le reste, c'est du bullshit, ça ne sert à rien. Vos petits KPI, vos petits dashboards, machin, etc. Salut Timothée, t'as généré 3 trucs, machin, etc. Ça, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est valider notre idée, savoir que quelqu'un paye ou est prêt à payer pour mon produit et que votre site ressemble à Wikipédia, mais qui résout les problèmes de quelqu'un, la personne va payer, croyez-moi. N'écoutez pas ces bêtises-là, ce n'est pas vrai. Si vous résolvez un vrai problème, vous faites gagner de l'argent, du temps, ou peu importe les bénéfices que vous apportez à quelqu'un, et qu'elle est prête à payer avec, si elle doit payer, elle paiera et ça marchera. Vous n'avez pas besoin d'un design, je sais pas quoi, les standards et tout, d'un gros dashboard avec plein de data, etc. On s'en fout complètement des KPI. N'écoutez pas les mecs qui ont dit qu'il faut des beaux composants, ils vont faire des trucs avec leur chat CLI là, avec les dashboards qui se ressemblent tous, avec la belle donnée et tout. Mais derrière ça, la feature, elle a pas de valeur. On s'en fout, ça ne sert à rien, ne perdez pas de temps à faire ça, je vous en supplie. Exemple concret. Moi, j'ai un peu du mal avec mes miniatures YouTube. Je vais pas vous mentir que pour l'instant, je cherche encore quelqu'un à qui je pourrais sous-traiter ces trucs-là. Et la fois, je me suis dit, tiens, en fait, il y a quand même un petit SaaS, Timothée, qui permet de générer les miniatures YouTube. Je teste 2-3 trucs. C'est votre feature à vous, par exemple. C'est votre SaaS. Vous arrivez, moi, ce que je veux là, aujourd'hui, dans mon cas problème à moi, j'ai un problème, je veux générer des miniatures qui soient cool, punchy, pour mon sujet, avec 2-3 mots-clés, je lui donne tout ça, j'envoie une photo de ma tronche, il me génère une belle petite miniature pour mon YouTube. C'est tout, point barre. Admettons ça que je me demande. J'arrive sur le produit, je vais rentrer les informations que je vais vous donner, je vais cliquer sur générer, la miniature elle est prête, je la récupère, c'est tout. Votre MVP fait ça, je paye, je suis content, mais j'en ai strictement rien à faire dans le cadre de votre MVP ou même dans un SaaS fini, donc pour vous dire, de voir que « Salut Timothée, bienvenue parmi nous, tu as généré 5 miniatures ce mois-ci, t'en as généré 4 de moins que le mois dernier, que c'est pas... » Non, on s'en fout. On est là pour résoudre un problème. Ce que je veux, c'est que mon problème soit résolu le plus rapidement possible, avec le moins de friction possible, et que la promesse soit tenue. Le reste, j'en ai strictement rien à faire. Et croyez-moi, c'est ça la valeur. Si votre produit, votre SaaS a de la valeur, les gens ils vont payer. Et on n'en a rien à faire de vos trucs. Donc, tout ça pour dire qu'en gros, n'écoutez pas les gens, les standards augmentés, machin, etc. Oui, dans l'idée collective,
un produit fini, je parle d'un produit fini, d'un SaaS qui n'est pas tagué MVP, qui n'est pas dans le cadre d'un MVP, mais encore une fois, un MVP, ce n'est pas un produit qui est sorti, ou en tout cas sans qu'on précise que ce soit un MVP. Si vous sortez votre projet, vous indiquez pas que c'est une bêta, ou vous l'isolez pas à un certain nombre de personnes, effectivement, on n'est pas sur un MVP, on est sur peut-être une bêta grand public, peu importe, appelez ça comme vous voulez, mais on n'est pas sur un MVP. Puisque le MVP sert à valider une idée avant de sortir mon produit. Donc si mon produit sort sans tag MVP, ou sans contexte, ou sans cadrage, ou sans cloisonnement, ce n'est pas un MVP. Et dans ce cas-là, là c'est un autre sujet bien entendu. Ok, donc deuxième point, je rappelle, construire un MVP rapidement pour le tester et avoir des retours, des feedbacks. Le troisième point, ça va être vendre avant de coder trop. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus à la mode qu'avant, la fameuse landing page, vendre un produit avant, etc., fake it and to do it. Bon, ces trucs-là, c'est un truc que je suis pas forcément ultra fan, mais on va essayer de le nuancer un petit peu pour l'adapter au monde réel et au marché, entre guillemets, et à l'approche et à la vision vraiment d'un truc réaliste et honnête, on va dire ça comme ça. L'idée derrière ça, c'est plutôt vendre avant de coder trop. J'ai pas dit vendre avant de coder, c'est vraiment ça la nuance d'ailleurs. C'est vendre avant de coder trop. Donc tu as codé, mais tu dois vendre avant d'aller plus loin, encore une fois, avant de trop passer de temps dans le code, c'est ça l'idée. Donc si tu n'arrives pas à vendre ton idée ou à convaincre un client qu'il est prêt à payer, tu peux t'arrêter de coder. Le signal et le message, il est clair, il est fort. En tout cas, quand on a ce genre de retour, c'est que je développe quelque chose, mais personne n'est prêt à payer, ne serait-ce que dans l'idée ou dans la promesse de payer. En général, le signal, il est mauvais. Alors, c'est peut-être pas que ton idée est mauvaise, attention, mais c'est peut-être que, bon, peut-être qu'elle est pas bonne. Ça, faut pas se mentir quand même, à un moment donné, faut être honnête. Je pense que c'est une idée qui est pas bonne, en tout cas, pas à ce jour, peut-être trop avant-gardiste, ou qu'elle est pas bonne, tout simplement. À un moment donné, voilà, hein. Voilà. Mais c'est peut-être aussi, j'aimerais nuancer que l'angle d'approche ou de présentation, tu la présentes mal. Tu as fait une landing page, tu proposes ton idée, tu as fait une approche, tu dis tiens, vous en pensez quoi de ça, etc. Peut-être que la personne a mal compris le message, ou elle a mal compris ce que tu résolvais comme problème, elle a pas compris le message commercial ou la promesse derrière. Donc, faut essayer de voir. Et c'est pour ça que c'est intéressant de tester et de le vendre avant, c'est de voir, tu vas pouvoir du coup tester s'il y a du marché, s'il y a des gens qui sont prêts à payer, donc avoir un retour de signal, et voir si aussi ton angle marketing d'approche de vente est bon et bien compris, surtout avec ce que tu vas vouloir vendre. Et ça, c'est ultra, ultra important. Bien entendu, ça, je rappelle que là, j'apporte les points clés. Il y aura des vidéos derrière qui seront dispensées par mon associé du coup qui est dans le CS, j'allais dire dans le Customer Success, qui seront plutôt beaucoup plus pointus et détaillés, et on pourra rentrer dedans sans aucun problème. Là, pensons, on reste sur les points clés d'un point de vue global. C'était important de le préciser. Les meilleurs fondateurs, ils vendent avant d'avoir un produit fini. Ça, c'est une certitude. Vous le savez, vous l'avez déjà entendu quand je vous disais au début de la vidéo, quoi, au début de ce chapitre-là. Limite, on vendait une landing page avec une promesse, un peu le fameux mythe de Dropbox. Ils avaient une landing page avec une adresse mail, la promesse, bah, on fait des trucs avec des vidéos, machin, etc. et tout. Oui, ça a vendu. Et c'est un peu ça qu'il faut avoir, cette approche-là. Il faut que vous testiez, du coup, une démo, un pitch, du storytelling, sans mentir, ne faites pas comme l'autre, je dirais pas son nom, un accès anticipé, mais il faut vraiment vendre le produit avant d'aller plus loin. Par exemple, j'ai un SaaS qui propose quelque chose, j'ai fait mon MVP, etc., potentiellement ou pas, ok, j'ai fait des petits tests, j'ai fait des petites interviews, tout ça c'est bien, etc., mais je vais commencer à le vendre. Par exemple, je vais vendre quelque chose, moi je sais pas, moi au boulanger, et ben je vais commencer du coup, le produit n'est pas fini, c'est pas grave, mais je vais commencer du coup à me rapprocher de ces gens-là, de ces secteurs-là, et de leur vendre comme si il était prêt à être fini, pour voir si l'idée de ce produit-là, ou l'idée d'avoir un service qui pourrait leur apporter, leur résoudre un problème, les intéresserait. Et je fais ça avec 5, 10, 15, 20, 100 boulangeries. Et à un moment donné, je fais des retours. S'il y en a 90 qui vous disent franchement, Patrick, là j'aime bien ton idée. Franchement, tu me sors ça, je serais prêt à mettre ça. Bon, pas beaucoup, mais je serais prêt à payer, ouais, clairement. Ça va vous donner une tendance, machin, etc. Et là, vous serez rassuré. Et là, vous direz, bon, déjà, je me plante pas. J'ai quand même 90 personnes.
50 personnes sur 100, peu importe, la moitié qui me disent que, ok, franchement, je suis prêt à payer, il y a potentiellement un marché. On va voir que la suite va valider ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vendre tôt, ça vous évite, on revient du coup à l'item numéro 1, de passer des mois à développer pour rien. Parce que vous allez en amont, vous allez chercher la réponse de est-ce que ce que je suis en train de développer, est-ce que mon idée va plaire, ou si j'ignore ça, je fais les œillères. Alors, c'est pas grave, si les gens sont pas intéressés, moi j'y crois dur comme fer. Allez, je continue à coder, les yeux fermés. C'est clairement ça, hein. Vous codez les yeux fermés. Et des heures, des semaines, des mois, etc. Et derrière, il y aura personne. Là, au moins, vous ouvrez votre possibilité, le champ des possibles, vous avez de la visibilité. Ok, là, je vais dans la bonne direction, je sais que ce que je fais, je suis pas en train de faire de la merde, et je vais dans la bonne direction, et je sais qu'il y a quelqu'un qui va être potentiellement capable de payer pour mon produit. Donc maintenant, ça va être l'exécution, comment je le vends, comment je le pitch, mais quoi qu'il en soit, des gens sont prêts à payer. Donc ça déjà, on sait que c'est ultra bon signe, et là, vous avez déjà fait 50% du chemin. On va le voir pour la suite que les autres points vont venir valider ou invalider la réussite d'un fondateur SaaS à succès. Quatrième point, on va parler du coup cette fois-ci de sécurité sur ton projet, légal et conformité. Alors dans cet onglet-là, on va parler du coup de RGPD, cybersécurité, contrat client, moyens de paiement, qui sont pas sécurisés bien entendu. Ce sont des briques, tout ça qui sont invisibles, mais qui malgré tout sont, on peut se le dire, vitales. Si ce n'est en gros, c'est un peu les artères. Parce que si ça se passe mal sur ces plans-là, ça peut vite faire très très mauvais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de SaaS qui échouent, qui se sont plantés, non pas parce que le produit en soi était mauvais, l'idée était bonne, l'exécution du produit était bonne, mais parce qu'il n'était pas tout simplement conforme. Et ça pose pas mal de problèmes. J'ai une petite statistique, qui dit que 80% des utilisateurs qui font des retours, des feedbacks, ils citent quand même comme critère numéro 1 la sécurité dans le choix d'un SaaS. Et on va pas se mentir, avec tout ce qui traîne en ce moment au niveau IA, fuite de sécurité, fuite de données, les problèmes avec ChatGPT, etc. et tout, les gens deviennent de plus en plus méfiants et à raison au niveau des IA et du SaaS, sachant qu'en gros c'est QFD, les gens développent avec l'IA leur SaaS, qui fait que ça va créer encore plus de failles de sécurité à des endroits, parce que c'est des fondateurs qui sont non-tech à la base, qui vont créer du code un petit peu troué comme ça partout du gruyère, et ça va devenir un point de vigilance ultra méga important. Donc aujourd'hui, la sécurité dans ton projet, c'est indispensable. C'est limite avant même au niveau au stade de MVP, il faut déjà avoir des process, des choses sécurisées, les données qui sont chiffrées, etc., etc. Typiquement, nous, peu importe le SaaS, que tu vendes du Kiri sur le marché ou que tu fasses de la data avec des données, je vais pas dire bancaires, parce que c'est encore un autre sujet, mais avec des données sensibles, un peu plus sensibles, bancaires, avec où il y a des RIB et quelque chose dans le genre, des loyers par exemple, du real estate, j'allais dire de l'immobilier. Tout est chiffré et chiffrable. Vous devez chiffrer de bout en bout. Et à ça, petite parenthèse, petit cadeau, si vous utilisez l'IA dans votre SaaS, ça peut être cool comme petite bannière, en gros, comme valeur ajoutée à votre produit, mais pensez bien aussi à sécuriser, à rajouter des filtres et ou à cloisonner clairement votre modèle. Vous mettez votre propre modèle, vous utilisez ce que vous voulez en fonction du SaaS et du produit bien entendu, vous l'isolez sur un serveur à vous qui maîtrise, il n'y a pas de fuite, et ça a une grosse plus-valeur. Nous, c'est ce qu'on propose quasiment à tous nos clients qui veulent avoir de la donnée, c'est des LLM qui sont cloisonnés. Là, on est en train de le mettre en place dans le secteur, on va dire, du médical. Vous vous rendez bien compte que c'est assez quand même complexe, et là, c'est des choses, du coup, on est obligé de cloisonner. L'IA, elle travaille sur un serveur qui est propriétaire, qui est bien fermé, les données vont pas à droite et à gauche, et ça c'est totalement indispensable à mettre en place, en tout cas pour l'avenir, si vous le pouvez. Si c'est pour faire de la traduction d'une page, effectivement vous n'allez pas vous embêter, mais dès que vous passez des données sensibles à l'IA, pour moi c'est cloisonnement LLM maison, LLM isolé de toute autre chose pour pas que les données fuitent et pour pas qu'elles viennent du coup nourrir les modèles.
Parenthèse fermée par rapport à ça. Et tenez-vous au courant aussi de l'AI Act qui évolue et qui va évoluer et qui est aussi très important à prendre en compte pour les SaaS. Parce que je pense que on va avoir des cas de jurisprudence qui vont arriver. Je le sens. 5e et dernier point, travailler ton onboarding et ton acquisition. Alors, on va pas se mentir, tu peux avoir le meilleur code du monde. Si ton onboarding est, on va qualifier comment? Si ton onboarding est nul, on va pas se mentir, les gens y partent. Voilà, c'est une statistique qui est claire. L'onboarding maintenant, ce n'est plus un luxe, c'est devenu quelque chose, je pense, de. Si je l'ai mis là, c'est que pour moi, il est indispensable. 60%, alors statistique, je l'ai noté, 60% des utilisateurs, voilà, 60% comme c'est énorme, donc 6 personnes sur 10 quittent un SaaS en moins de 14 jours si l'onboarding est mal conçu. Je sais pas si vous vous rendez compte de la statistique, mais c'est quand même qu'en gros, vous avez mal fait votre onboarding, il y a 6 fois sur 10 où les gens vont partir, ne pas rester, ne pas renouveler, parce qu'ils ont mal compris peut-être le message, ils ont mal compris la valeur ajoutée, parce que l'onboarding est pas fait, ils n'ont pas été accompagnés, il y a eu trop de friction, ils n'ont pas compris comment ils faisaient pour pouvoir générer par exemple la vidéo, il y avait trop d'étapes derrière, c'est mal fait, ils n'ont pas été potentiellement relancés. Il y a plein d'étapes comme ça dans l'onboarding, je ne veux pas faire l'onboarding, franchement, c'est un item à soi tout seul, donc il faudra en faire une vidéo, clairement, et on pourra en faire une vidéo, bien entendu, avec mon associé sur ce sujet-là. Mais veillez à ce que votre onboarding soit vraiment, déjà que vous en ayez un. J'allais dire qu'il soit parfait, non, parce qu'il s'adapte, il y a de la B-testing, il y a des choses à faire, à voir. On pourra même parler de l'onboarding personnalisé, mais déjà en avoir un, c'est indispensable pour orienter, éviter les points de friction. C'est parce que la personne teste votre produit, ce que vous êtes un freemium par exemple, et qu'au bout de 14 jours à part, ou qu'elle revient pas. Si elle revient pas, c'est que soit du coup, ce qui est bizarre, c'est qu'à la base elle était intéressée parce qu'elle s'est inscrite ou elle a payé, mais elle revient pas parce que peut-être qu'elle a mal compris comment utiliser votre produit. Voilà, il faut la cadrer. C'est pas parce qu'elle a payé qu'elle va continuer à être présente que c'est un client fidèle. Et c'est ça, ton acquisition. Elle ne s'arrête pas au sign-up, à l'enregistrement de l'utilisateur. Le vrai défi, c'est de transformer du coup ce fameux utilisateur en client actif, voire même en ambassadeur et surtout en un client fidèle. C'est pour ça qu'il est ultra important de les accompagner avec un onboarding, avoir du suivi, du tracking, savoir quand est-ce qu'il s'est connecté, pas connecté, la dernière fois qu'il s'est connecté, pourquoi il s'est pas connecté, le mettre dans une séquence d'email par exemple s'il est pas connecté depuis 3 jours alors que en fin de compte il s'est inscrit lundi, il s'est pas connecté depuis, pourquoi, il s'est reconnecté le mardi mais il a pas utilisé les services, pourquoi, et là on le relance, le machin. Vous êtes au début, vous avez pas 1000 clients. Vous prenez votre téléphone si vous avez les téléphones, vous l'appelez directement. Salut, j'ai vu que tu t'es inscrit machin, merci beaucoup, etc. J'ai vu que tu t'es inscrit lundi. T'as pas encore généré de vidéo pour ta miniature, Timothée. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas réussi à faire un truc? T'as eu un point bloquant? Dis-moi tout. Si t'as 5 minutes. Ouais, bah écoute, j'avoue que là j'ai pas trop compris parce que je me suis inscrit, j'ai voulu générer une miniature, mais on m'a demandé trop d'informations. Après ça m'a renvoyé dans la page, etc. Ah, ok, d'accord. Vous voyez, c'est qu'en gros, vous écoutez, vous nourrissez des retours, des feedbacks du client, de l'utilisateur, et ça va tout simplement vous donner des réponses. Pourquoi le mec, il revient pas? Il y a bien une raison. Il s'est inscrit, il est intéressé. S'il revient pas, il y a une raison. Vous identifiez cette raison-là, vous la corrigez, et les 1100, 200, 3000 autres prochains utilisateurs n'auront pas ce problème. Et ça, au début, c'est comme ça que vous égrenez comme ça peut-être les 5, 6, 7, 10, 15, 20 points de friction qui ont été présents. Mais à la fin, quand ces points de friction sont enlevés et que votre produit est bien ciblé, etc., et tout ce qu'on a vu en avant est bien exécuté, il n'y a aucune raison, il y en a d'autres, potentiellement le pricing, qui fait que, en gros, en tout cas, vous ne pouvez pas vendre à l'échelle, scaler et vendre ça à 10 000 personnes. Si vous avez vendu à 1000 personnes, vous pouvez le vendre à 10 000. Sauf si vous êtes dans une super niche, bien entendu. Bon, vous avez compris un petit peu l'idée. Donc, et encore une fois, je parle même pas de pricing, de modèle économique ou de scalabilité. C'est vraiment, on est uniquement dans l'onboarding. C'est d'autres sujets encore qui peuvent arriver.
Alors maintenant, on va parler du coup du mindset du SaaS Founder pour ce chapitre 3. On a vu du coup ensemble les points clés, les 5 points clés indispensables pour bien gérer, on a toujours la cape du fondateur SaaS, je le rappelle. Maintenant que vous avez pris des notes, si vous avez des questions, c'est dans l'espace commentaire, je vous en prie. Être un fondateur SaaS, ce n'est pas, comme on l'a vu, être le meilleur codeur. Loin de là, vous l'aurez compris. Mais par contre, ça va demander d'autres compétences, d'autres visions, un autre mindset justement, où il va falloir trancher, prioriser, et justement, c'est le premier item, ça va être savoir prioriser. On va pas se mentir, tu auras toujours des features à faire, 5, 10, 15, 100 features à faire, des choses à refacto. Il y aura toujours du travail en soi et des choses à développer. Ça c'est une certitude. Mais toi, ton rôle en tant que fondateur SaaS, c'est de couper, on va dire justement. Tu vas prendre 90% de ces fonctionnalités-là, de ces idées, et pour se concentrer uniquement sur ce que je dirais, on va dire, 10% de tout ça. En gros, tu t'enlèves les 90% et tu prends que les 10% qui apportent vraiment de la valeur au client final. Ça, c'est la première chose à prioriser. Si ça n'apporte pas de valeur au client final, c'est que tu es en train de te faire plaisir à toi, c'est que c'est du bonus, ou juste que tu es en train de t'amuser avec Codex ou Claude Code, mais que ça n'apporte rien réellement en valeur au client final, donc c'est inutile dans l'immédiat. C'est peut-être important, mais pas urgent. Encore une fois, c'est à nuancer. Prioriser dans ce thème-là, c'est savoir dire non aux features qu'on aime bien, aux fonctionnalités qu'on voudrait développer, mais c'est ce qui fait aussi qu'en gros, vous allez avoir un cadre, une ligne directrice, et ce qui va vous empêcher tout simplement de vous éparpiller tout au long du développement de votre produit, de votre SaaS et du développement de votre business. Et ça, c'est ultra important d'être focus, d'avoir une seule ligne directive, dire « Ah bah tiens, je mettrais bien un petit dashboard là, Timothée, tu sais quand même, avec 2-3 KPI. » Non, 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 non. Ça n'apporte aucune valeur à ton client. Tu me mets ça de côté, tu le mets dans les 90%, on verra plus tard, ou quand on améliorera, là on pourra se faire plaisir, on pourra mettre des beaux petits boutons, des beaux petits composants, mais pour l'instant, pour le moment, la valeur ajoutée, c'est les 10% de focus, ce qui apporte de la valeur au client, encore une fois, je le répète. Ok ? Ensuite, le deuxième item qu'on vient de voir prioriser, j'ai noté du coup tester. Alors, ton job à toi, c'est pas d'avoir raison, mais c'est de tester tout simplement l'hypothèse, du coup, que tes hypothèses soient validées le plus rapidement possible. Plus tu vas faire d'itérations. Donc l'itération, on part de l'idée, on teste, les feedbacks, les retours. Et on fait un cercle comme ça. C'est ça, itérer. C'est que j'ai une idée, donc j'ai une feature, donc j'ai le produit, donc j'ai quelque chose qui est proposé. Je le fais tester à mon client. Je prends ses retours. Ces retours sont appliqués, sont positifs. Dans la majorité des cas, l'idée est validée, on n'y touche plus, on passe à la suivante. Le cas, en général, ce qui se passe, idée, test, feedback. Ah, feedback est un peu mauvais, il y a des frictions, on réitère, on recommence. On intègre du coup les retours, les feedbacks, on refait tester, c'est validé, oui, on passe au suivant. C'est encore une fois non invalidé, on recommence, il n'y a pas de souci. Il faut pas avoir peur d'itérer, vraiment les amis. L'itération, c'est ce qui va vous rapprocher le plus proche de la perfection, ou en tout cas de l'attente du client sur la valeur qu'il estime du produit pour lequel il paye. Donc faut pas avoir peur d'itérer 5, 6, 7 fois sur un produit, ce n'est pas un problème. Faut arrêter vraiment d'avoir peur de tester. Quand vous faisiez du vélo, quand vous commenciez à pédaler, vous êtes tombé combien de fois avant qu'on vous enlève les petites roulettes ? Et ben c'est pareil, tant que vous n'avez pas compris comment pédaler bien, l'équilibre, etc. et tout, pour mon sas c'est pareil. Tant que j'ai pas bien compris l'équilibre entre la friction, le passage à l'acte, à l'action, machin, et ben c'est exactement la même chose. On itère, tant que ça ne fonctionne pas, on réitère. Donc l'itération, ce n'est pas un gros mot, c'est une valeur qui vaut vraiment très très cher, en tout cas surtout les feedbacks et les retours des utilisateurs. Les fondateurs qui réussissent
on refait encore un lien avec le code, parce que c'est vrai que j'essaie de démystifier cette partie du code quand même. Les fondateurs SaaS qui réussissent, c'est pas ceux qui codent plus. Bien au contraire. C'est ceux qui apprennent le plus des retours des utilisateurs, donc du coup du marché, qui vont réussir. Ceux qui vont cracher du code, des micro-SaaS, ils vont faire 5, 6, 10, 15, 20. Oui, peut-être qu'à un moment donné, quand tu vas faire 100 micro-SaaS comme ça, à la volée, sans te poser trop de questions, comme par hasard, tu vas voir un petit truc qui tourne comme ça avec des utilisateurs qui sont intéressés par ce produit-là. Mais on peut pas se permettre de faire comme ça 50 micro-SaaS, etc. Parce que, in fine, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, la démotivation est là, vous connaissez le cercle vicieux, c'est pas bon, dans tous les cas. Donc voilà, testez, mes amis, n'ayez pas peur de tester vraiment vos produits. Ensuite, on a la partie vente. Effectivement, le produit ne suffit pas, vendre, c'est quand même une compétence. Si tu sais pas vendre, ton SaaS, il n'existe pas. Tu as beau sortir un produit, il est quali selon toi, tu as passé encore une fois du temps à coder, etc. Mais si tu sais pas le vendre, ou personne ne sait qu'il existe, ou peu importe tous les critères négatifs que tu peux faire en sorte qu'ils vont venir contrebalancer la vente, ça ne marchera pas, tout simplement. Ton SaaS n'aura pas d'existence. Quand je dis ça, c'est qu'en gros, il aura pas de client. Et un SaaS sans client, c'est pas en SaaS, c'est juste une application qui est en ligne. Parce qu'à partir du moment où personne n'a payé pour, je le rappelle, le SaaS, quand même, c'est un modèle économique qui est basé sur l'abonnement. S'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de récurrence, il n'y a pas de paiement, c'est pas un SaaS, c'est juste une application qui est vide, c'est une coquille vide, tout simplement, on va pas se mentir, malheureusement. Et c'est vrai que ça arrive souvent, on voit souvent. Et j'aimerais quand même mettre un point d'honneur sur le fait que vendre, ce n'est pas faire des belles promesses, c'est pas arnaquer ses clients. Vendre, c'est promettre quelque chose, avoir une promesse qui est forte, qui est impactante, qui résout un problème, mais qui est réel. On n'est pas là pour vendre du vent, ou on n'est pas en mode vendeur de tapis. Oh, je vais résoudre tout ça. Et finalement, mon produit, il fait que la moitié de ce qui est promis. Ça, c'est pas ça. Sinon, vous allez flinguer aussi votre SaaS. Vendre, c'est comprendre le problème du client et lui montrer que vous l'avez compris. Si, quand vous faites, en gros, vous vendez, la personne en face de vous a compris ou sent la valeur ajoutée de votre produit en disant « Ok, c'est vrai que c'est un problème, et il a bien compris c'était quoi mon problème, l'exécution a l'air propre », vous avez fait 90% de la vente. Le reste, après, ça va être sur le pricing, la façon dont vous avez vendu, la présentation, le feeling. Après, il y a plein d'autres critères aussi humains qui vont venir rentrer en compte, mais dans l'idée, en tout cas, la vente, ça se résume quand même à ça, résoudre le problème et ne pas mentir tout simplement sur la valeur du produit. Et bien entendu, là, je m'adresse à mes amis développeurs, parce que c'est vrai qu'en tant que développeur, je pense que vendre est sans doute la compétence la plus sous-estimée des développeurs. Il y a eu une grosse période où les développeurs avaient cette sorte comment on appelle ça, le totem d'immunité. Voilà. J'ai la compétence ultime, je sais développer. C'était avant les IA, bien entendu, il va être codeur. Je sais développer, ma compétence, c'est la valeur, l'exécution, le produit, c'est ça la valeur. Même si je sais pas vendre, c'est pas grave. Et avec ce petit totem qu'on avait comme ça dans la main, on avait le petit totem. Et on se disait, c'est bon, ça suffit. Ça va s'autosuffire. Et malheureusement, à cause de la possession de ce totem-là, la vente était la compétence la plus sous-estimée. Mais malheureusement, la vente, soyons réalistes aujourd'hui, c'est ce qui va faire passer ton projet de side project en tant que développeur ou pas à un vrai, ça c'est un vrai business qui tourne. Donc ce n'est pas une compétence à négliger. Tu ne vends pas, c'est un side project. Tu vends, tu as un business, un SaaS qui tourne et qui est scalable. Voilà la puissance. Et enfin, sur dernier point, un point d'attention quand même, typiquement, encore une fois, pour le rappeler toujours dans la position du fondateur SaaS et de ses priorités, c'est de structurer votre projet, votre produit, votre business, votre SaaS pour qu'il soit scalable. C'est vrai qu'on a tendance à faire, ça c'est encore un problème, un des biais en fin de compte de l'IA, etc., c'est que vu que l'exécution est très rapide, on a tendance à négliger, bon, tant pis, je ferai ça après, ou tant pis, on verra après. De toute façon, ça m'a pris 1 heure, ça m'a pris 2 jours, ça m'a pris 1 semaine à coder un truc, à l'avant j'aurais mis 1 mois. C'est pas grave si
c'est grave si votre produit n'est pas scalable. Un SaaS, je le rappelle, c'est pas un projet one shot, c'est pas une boutique e-commerce où tu mets un produit soi-disant winner, tu le vends comme ça, puis même si derrière ça se passe pas très bien, tu fermes boutique, t'as empoché tes sous. Non, un SaaS, c'est un produit qui doit pouvoir scale, c'est un produit qui doit pouvoir passer à l'échelle, sinon il ne restera toujours qu'un petit projet qui parfois coûte plus cher qu'il ne rapporte, ou en tout cas, par rapport à la hauteur de vos ambitions, si vous voulez viser des MRR, pardon, mec il est sur Dota, si vous visez des MRR à plus de 10K, il faut quelque chose qui scale, qui puisse accueillir 10, 15, 20, 30 000 personnes en fonction du ticket moyen. Mais il faut quelque chose qui soit scalable. Et ça, c'est pour ça que j'appelle ça, c'est pas des produits one shot, c'est pas une boutique comme ça avec une landing page qu'on laisse comme ça, c'est un business récurrent. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, il faut penser à ton modèle économique, à ton pricing, à ton acquisition, l'onboarding, on y fait référence encore plus haut, la conformité, la sécurité, tout ce qu'on a vu avant, ça, il faut le penser, il faut le processer, il faut l'encadrer, il faut l'avoir déjà en tête avant même de continuer d'aller plus loin pour pouvoir scale et pour faire un produit du coup en tout cas être en possession d'un SaaS qui scale et qui est un business qui devient rentable. Encore une fois, c'est un business model. On est là pour faire de l'argent. Ceux qui créent des SaaS ne sont pas là pour s'amuser. À part ceux qui font ça en side project, juste pour dire qu'en gros, j'ai avoir la prouesse technique potentiellement de le faire. Mais c'est rarement les cas. On va pas se mentir, quand vous lancez un projet comme ça qui prend de l'énergie, du temps et parfois même de l'argent, l'idée derrière, c'est d'être rentable. Donc voilà. Donc c'est vraiment ça l'idée. La scalabilité, donc aussi bien sur un point de vue technique, il faut être scalable. Donc encore une fois, c'est pour ça que là je m'adresse à mes amis Vibe codeurs. Faites attention que le code qui est produit soit à minima vérifié par des développeurs d'un certain niveau pour qu'ils puissent au moins vous confirmer. Mais écoute, c'est bien tout à fait, c'est propre, c'est carré. Oui, bon, il y a 2-3 trucs, etc. Mais par contre, pense à ça parce que si après tu prends trop montée en charge, peut-être que ça va pas marcher. Tu devrais faire ça autrement. Ils vont vous donner des pistes, vous aiguiller sur différents endroits, etc. qui c'est pas eux, peut-être qu'ils vont faire l'exécution, que vous allez pouvoir demander à l'IA, mais il vous faut cette expertise, cet œil expert pour pouvoir identifier ce qui va vous empêcher de scale ou ce qui peut vous faire scale justement. C'est pour ça que c'est important de refaire vérifier. Petite parenthèse. Et tout ça, c'est bien sûr pour avoir des fondations d'un SaaS qui soit solide pour qu'à l'avenir, en gros, que ça pète pas une fois que tu as dépassé les 10 premiers utilisateurs, parce que sinon les autres risquent d'être déçus. Et là, pour l'image, après, pour rattraper un truc qui a foiré pour des raisons de sécurité ou pour des raisons d'exécution de la promesse, c'est plus dur de rattraper une image et de rappeler des clients que vous avez perdus ou déçus que tout simplement prendre le temps de convaincre des nouvelles personnes. Donc voilà, un petit peu pour les points de vigilance en tant que fondateur de SaaS, tech ou non tech, peu importe. Mais en tout cas, vous l'aurez bien compris, tout ça, ça n'a strictement rien à voir avec le code. Alors, je te pose la question, est-ce que tu penses qu'un bon dev peut devenir fondateur SaaS juste avec son code? Ou est-ce que tu es d'accord que les clés sont ailleurs? MVP, marché, onboarding et tous les éléments qu'on a vus juste avant. Je te laisse répondre en commentaire, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Parce que le futur du SaaS, c'est pas juste coder plus vite grâce à l'IA, mais c'est de savoir comment construire, tester et vendre intelligemment.